Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une organisation des ambitions. C'est le thème du débat de ce soir. La création d'une banque d'investissement, d'une centrale nucléaire civile, d'une compagnie aérienne, faire face aux crises alimentaires. L'Alliance des États du Sahel affiche ses ambitions. Les experts de la nouvelle organisation regroupant le Mali, le Niger et le Burkina étaient en conclave le week-end dernier à Bamako. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Des recommandations remises au ministre de l'économie et des finances de l'organisation samedi dernier. Dans le Grand Dialogue d'aujourd'hui, nous parlons de l'AES et ses ambitions avec nos invités au nombre de 3, tous des économistes. Modibo Mahamadou, professeur Abdul Karim Djamoutene et Ibrahim Louché. Lui, il est économiste nigérien. Il sera au téléphone. Ce débat sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Avant d'entrer dans le vif de ce thème, la première réunion des experts des pays de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue le week-end dernier à Bamako. De nombreuses recommandations ont été formulées dans le communiqué final de la rencontre. Objectif: renforcer la coopération entre les 3 États membres dans les domaines de la sécurité, des transports, de l'énergie, de l'industrie, entre autres. Mamadou Samasekou revient sur les grandes lignes de ce communiqué final. Dans un communiqué final, les ministres en charge de l'économie ont recommandé le développement des aménagements hydro-agricoles à intérêt commun, la construction et le renforcement des projets d'infrastructure et la création d'une compagnie aérienne, la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et les mécanismes de financement des instances de l'Alliance ont été également souhaités. Le document mentionne aussi l'élaboration d'une stratégie commune d'industrialisation du Burkina, du Mali et du Niger et la mise en place d'un fonds pour le financement de la recherche et des projets d'investissement énergétique. Les experts ont aussi recommandé l'amélioration de la libre circulation des personnes, la réalisation d'infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d'abattoirs modernes. Ils ont aussi proposé de faire la promotion du financement et la construction d'infrastructures communautaires du monde de la diaspora. Enfin, les 3 États recommandent la mise en place de 2 comités, dont l'un sera chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire, et l'autre s'occupera du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, Modibo Mahamadou, au regard de ces recommandations, on peut dire que l'Alliance des États du Sahel a des ambitions et veut aller vite. Ça va très vite. Merci Sekou et bonsoir à tous. Vous vous souviendrez que cette charte a été signée de manière effective le 16 septembre 2023. Et plus de 2 mois après, vous voyez que déjà les experts se sont réunis, de même que les ministres de l'économie et des finances des 3 États. Les ministres des Affaires étrangères doivent se réunir incessamment, je pense que c'est aujourd'hui ou demain. Donc ça va très vite. Et cela est très important parce que moi j'ai toujours dit que il fallait que, au moins pour juguler la crise sécuritaire, qu'il fallait quand même que les 3 États renforcent leur coopération sous-régionale. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut exclure la coopération avec d'autres entités, ni avec la communauté internationale. Parce que vous savez, les menaces et les défis auxquels font face les 3 États que constitue l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, sont des défis transfrontaliers. Ce sont des menaces transfrontalières. Par exemple, si dès 2012, cette alliance avait déjà été effective en lieu et place de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'on n'aurait pas connu l'étendue de la crise que nous connaissons aujourd'hui, parce que la menace s'est métastasée du nord-est du Mali jusqu'au golfe de Guinée aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, l'épicentre, c'est le Burkina et un peu le Niger. Bien vrai que le Mali, la crise est partie du Mali. Donc ça veut dire que c'est en renforçant cette coopération, en mutualisant les efforts, et sur le plan
politico-militaire, cette fois-ci avec l'Alliance. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une autorité de développement intégrée des États du Liptako-Gourma qui avait été créée le 3 décembre 1970, mais qui avait un objectif de ce développement socio-économique. Alors, vous disiez tantôt que si cette alliance avait été mise en place dès 2012 en lieu et place de la CEDEAO, ou du G5. Ok, du G5, oui. Pensez-vous qu'une telle organisation pouvait mieux jouer ce rôle? Mais bien sûr, c'est la mutualisation des efforts. Parce que vous avez vu, vous avez vu les efforts que déjà les 3 chefs d'État font en se consultant régulièrement. Vraiment en coordonnant leurs activités, parce que les frontières sont poreuses. Je vous ai parlé de la zone du Liptako-Gourma, et vous savez, c'est sur 3 frontières. Mais c'est environ 400 000 km². C'est une grande superficie, c'est plus grand que la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sur cette superficie, ce sont des surfaces poreuses. La frontière du Mali et du Burkina, uniquement, c'est 1300 km. Vous l'avez dit, ces 3 États peuvent-ils assurer la sécurité au niveau de cette superficie? Attendez, vous allez voir avec mon argument ce que je veux dire. Le Burkina et le Mali partagent 1300 km de frontière. Le Mali et le Niger partagent 821 km de frontière. Vous voyez qu'un seul État ne peut pas. Donc, en combinant leurs efforts, en mutualisant leurs forces, et la coordination des troupes et les droits de poursuite. Parce que, vous savez, ces groupes armés terroristes se déplacent. Ce ne sont pas des gens qui sont très nombreux, mais ils sont très mobiles. Et comme avant, on respectait l'intégrité des territoires et qu'on ne pouvait pas aller au-delà des frontières, mais une fois que les pays se parlent et que les armées se parlent, les forces de défense et de sécurité, ça facilite la lutte contre ces groupes qui sont mobiles et qui vraiment ne connaissent pas les frontières. Alors, Abdul Karim Diamoutene, Moudou Mao l'a dit, l'AES va très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir un préalable à toutes ces ambitions qu'on vient de voir dans ce papier de Mamadou Samassékou, qui est le défi sécuritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, ces 3 États ne doivent pas se concentrer d'abord sur ce défi sécuritaire, ou bien le tout peut aller ensemble? Ok, merci. Bonsoir à vous et également bonsoir à chers téléspectateurs. Bonsoir à Mouro Mokalou, le véritable débatteur. Voilà, vous savez, vous avez parlé de préalable. On parle de préalable lorsque le contexte ne s'y est pas. C'est-à-dire le préalable, c'est comme des états de préparation d'abord qu'il faut avant qu'on y arrive. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, les États sont mis devant le fait accompli, ont l'obligation d'y aller. Même quand vous prenez un peu au niveau de l'intégration, on le connaît, il y a presque 5 niveaux dans le processus d'intégration, n'est-ce pas? La zone de libre-échange, marché commun, etc. Donc tout ça, voilà. Ce sont les différentes phases. Ce sont des phases préalables qui préparent à la phase ultime, qui est l'intégration complète, la phase ultime. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Donc ça voudrait dire que politiquement, l'ensemble des éléments, les éléments n'y sont pas forcément, mais on va petit à petit, et on prépare la population et les politiques. Maintenant, Dieu faisant, et l'environnement sécuritaire et les différentes contraintes auxquelles faisait face notre pays, ces éléments ont obligé aussi bien la population que les dirigeants à aller vers une situation donnée. Et Mouro Mohamed tout à l'heure a parlé de 2012, mais 2012, on ne pouvait pas aller. Parce que l'environnement n'était pas prêt. Parce qu'en 2012, vous savez, la crise a démarré à Kidal. Mais vous savez très bien où se réfugiaient ceux qui attaquaient à partir de Kidal. Vous comprenez? Et donc, mais il a fallu que les 3 pays comprennent que nous avons un seul adversaire commun. Tapis dans l'ombre qui essaie de se jouer de nous. Et donc, qu'ils comprennent que la survie même de notre nation dépend de notre union. Et que si nous prenons plus de temps, nous prenons plus de retard, ça risque de se retourner contre nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi moi je dis que c'est salutaire, parce que habituellement, l'aspect politique, l'intégration politique est presque la dernière phase. Et cette fois-ci, c'est cette politique-là qui est en train de donner de l'impulsion. Parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les techniciens, normalement, qui se réunissaient à travers les différents ministères, les différents départements, qui font des recommandations qu'on soumet aux ministres et qui sont soumis aux autorités politiques et maintenant qui devraient passer par des instances de validation, de ratification, etc. Mais cette fois-ci, ce sont les politiques, les premiers responsables qui sont conscients du défi, qui donnent des instructions aux techniques. Vous voyez? Donc pour moi, le contexte avant n'était pas prêt, mais cette fois-ci, le contexte est prêt. C'est pourquoi
il y a une caution politique qui ne dit plus son nom. Parce qu'après cette phase, lors que les premiers responsables des différents pays se réunissent et donnent instruction, et à quel niveau encore? On attend que l'exécution, que le résultat. C'est pourquoi c'est très salutaire. Et je crois que c'est vraiment, si ça ne devait pas arriver, ça aurait dû arriver, coûte que coûte. Et je remercie encore la crise. C'est vrai que nous avons beaucoup pâti de cette crise-là, mais je remercie la crise parce qu'il aurait fallu cette crise-là pour qu'on prenne conscience. Pour qu'on prenne conscience, pour essayer de voir ensemble, qu'on regarde ensemble. Parce que quand vous regardez les 3 pays... Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt en tout cas, d'être aussi optimiste comme vous l'êtes? Quand vous dites que vous remerciez la crise, c'est parce qu'à cause de la crise qu'on a pu avoir toutes ces initiatives. Là, nous avons vu beaucoup d'autres organisations qui, à leur début, la CENSAD, le G5 Sahel, à leur début, les gens pensaient que c'était des organisations qui pouvaient être efficaces pour faire face à certains défis. Mais on a vu la suite. Oui, mais la CENSAD, est-ce que les populations ont senti la nécessité d'aller vers la CENSAD? Non, ce sont des autorités. Je me souviens avec la Libye, les Kadhafi et autres, n'est-ce pas, des autorités à un certain niveau qui ont décidé. Mais cette fois-ci, aussi bien le peuple que les différentes autorités ont senti la nécessité d'y aller. Et encore, il y avait une certaine menace existentielle qui pesait sur l'ensemble. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous prenez G5 Sahel, on sait comment G5 Sahel est né. Il a fallu encore, n'est-ce pas, quelqu'un derrière qui appelle certains chefs d'État pour dire voici comment vous devez y aller. Est-ce que je me fais comprendre? Et de même encore, et cette affaire de G5 Sahel, et si on quitte les salons feutrés au niveau des différentes présidences, vous verrez que l'approche n'était pas forcément partagée par l'ensemble des pays. Il y avait, n'est-ce pas, tout un débat autour, n'est-ce pas, de la nécessité d'aller avec, et vous avez vu les différentes cacophonies autour de cette affaire de G5 Sahel. Absolument. Mais cette fois-ci, c'est l'ensemble des... Regardez la mobilisation populaire au sein de tous les pays, que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso. Et regardez bien, je dis bien aujourd'hui, quand vous êtes malien, vous partez au Niger, vous ne sentez pas aujourd'hui nigérien dans le contexte actuel. Il en est de même pour le Burkina. Et les autorités aujourd'hui savent que le survie de chacun dépend de l'autre. Donc, étant donné ça, je dis que c'est une question de survie. Dès lors que la survie est mise en jeu, il n'y a pas d'autre alternative qui vaille. La seule alternative, c'est d'y aller. D'accord. Monsieur Ibrahim Loutier, vous êtes nigérien, vous êtes économiste, vous intervenez dans ce débat en direct depuis Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est cool. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je pense qu'on peut se réjouir aujourd'hui qu'il y ait un changement de paradigme dans l'analyse de la crise qui se vit dans les 3 États. C'est un fait réjouissant dans le sens où, d'ailleurs, il n'y a que les crises qui peuvent prendre conscience. En présence d'une crise, en réalité, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez des possibilités, soit agir ou subir. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que les 3 dirigeants font preuve d'une certaine détermination pour essayer d'affronter les défis en essayant à la fois de mutualiser les efforts, de travailler en synergie. Ça a été rappelé par les précédents intervenants. Et toute la question maintenant, effectivement, on sait pertinemment qu'il y a des causes assez profondes qui ont conduit à cette situation. Peut-être on va en parler, sachant que ces pays, tous les 3 font face aux mêmes difficultés, à des défis d'ordre structurel. Il y a la pauvreté, il y a la question de la sécurité, ça a été rappelé, et puis il y a la question de l'insécurité alimentaire, et à la question aussi des fondamentaux économiques qui sont très faibles au niveau de tous ces États. Donc tous ces facteurs, malheureusement, ont conduit à ce que la situation n'a cessé de dégénérer, de se détériorer durant des années. Et là, l'AES a ambition, comme vous l'avez rappelé, essayer de faire évoluer favorablement les choses. Maintenant, toute la question, peut-être on va en parler, de voir dans quelle mesure, effectivement, quels sont les moyens qui seront dans les États seront prêts Justement, vous parlez de moyens. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'AES a les moyens de ses ambitions? Alors, moi, je parle du principe qu'aujourd'hui, quelque part, vouloir, c'est pouvoir, dans le sens où tous ces 3 pays peuvent tout naturellement et de manière légitime rêver grand. Rêver grand, ça suppose quoi? Aujourd'hui, ils font face à des difficultés d'ordre qui menacent même leur existence. On a vu, quand même, il y a eu quelques résultats probants qui commencent à tomber, notamment en matière de lutte
contre le régime, même si beaucoup reste à faire. Mais c'est des signes ce sont des signaux encourageants. Après, pour le reste, effectivement, comme vous l'avez posé, vous venez de poser la question à l'un des intervenants, dont je n'ai pas retenu le nom. Aujourd'hui, en termes de politique, le défi sécuritaire ne doit pas occuper le reste. En fait, tous les combats doivent se mener parallèlement, dans le sens où maintenant c'est la question de la partition des tâches, comment ça va s'opérer. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants qui sont en place sont assez intelligents pour essayer de faire les choses de manière optimale, à la fois allouer les moyens nécessaires pour à la fois combattre le terrorisme, mais parallèlement aussi agir sur des volets d'ordre en lien avec le développement. Maintenant, pour la question des moyens, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir. On a vu à cette volonté manifeste de reprendre le contrôle de la rente minière par rapport à tous ces États. Ça va demander un peu du temps. Et aussi, il y a cette possibilité aussi pour les différents États membres de la région de recourir, du moins de tisser des nouveaux partenariats avec des partenaires non traditionnels, tels que la Banque mondiale et les pays occidentaux de manière générale, mais plutôt aller vers des États comme la Chine, la Russie, ou bien même des pays du Golfe qui sont moins enclins, ou bien qui sont enclins à les soutenir face aux différents défis qui pèsent sur ces États. De toute façon, que ces pays, contrairement donc aux partenaires traditionnels comme que je venais d'évoquer, ils sont moins regardants sur d'autres aspects, notamment en lien avec la démocratie. D'accord. Merci Ibrahim Louché. Vous restez avec nous. Moribo Maoumakalou, il le disait tantôt, tous les défis doivent être relevés parallèlement. Est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser les efforts, les énergies, les ressources en allant dans ce sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser certains domaines? C'est prioriser déjà. Il faut d'abord voir l'approche incrémentale. Je vous ai dit que la charte a été signée et effective depuis le 16 septembre. Vous avez vu, il y a eu la réunion des experts qui a précédé la réunion des ministres des Finances le samedi 25 novembre. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Et si vous prenez l'article 3 de la charte, ça dit que les organes et les mécanismes qui vont concourir au fonctionnement de l'Alliance des États du Sahel vont se faire par des textes additionnels. Mais ce qui me rassure encore plus, c'est que l'article 15 prévoit le financement par les contributions des États membres. Donc ça veut dire que nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Et cela est très, très important. Parce que pour moi, tout ce qu'un État veut faire qui est priorisé, il doit le faire avec ses propres moyens. Tout ce qui va venir par la suite doit servir d'appoint. Parce que si vous voulez conduire une politique publique dans la durée, pour qu'elle soit pérenne, il faut d'abord que la réflexion soit endogène et qu'elle soit basée sur une vision et un cadre stratégique et des moyens. Donc, si vous comptez sur vous-même, ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous pourrez faire. Mais maintenant, au fur et à mesure que les moyens augmentent, évidemment, vous pouvez revoir à la hausse vos ambitions. Et si les moyens diminuent, vous pouvez revoir à la baisse vos ambitions. Mais je pense que en mutualisant leurs efforts, parce que quand on dit que c'est 3 pays pauvres, je ne suis pas d'accord. Si vous prenez le Mali et le Burkina, ce sont les 4e et 5e plus gros producteurs d'or en Afrique. Le Niger fait partie des 5 plus gros producteurs d'uranium au monde. Donc, et le Niger est nouveau producteur de pétrole. Est-ce que ça peut suffire? Non, c'est pas que ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, moi, ce que je vois de concret dans cela, c'est le fait que les défis auxquels ces 3 pays font face sont similaires. Donc, quand vos défis sont similaires, que vous additionnez vos forces, ça vous donne, ça décuple vos capacités. Par exemple, regardez les problèmes agro-silvo-pastoraux, les problèmes de l'élevage, les problèmes hydrauliques. Ces 3 pays sont confrontés à ces problèmes. Donc, si vous prenez les ressources hydrauliques, par exemple, la zone du Liptako-Gourma, c'est le versant est un peu du fleuve Niger. Et en même temps, il y a le fleuve Volta. Donc, ces ressources, comment les exploiter à l'avantage des 3 pays?
Ça change tout. Alors que si le Burkina devait se contenter, parce que le Burkina n'est pas traversé par le fleuve Niger, mais une grande partie du fleuve Niger se trouve au Mali et au Niger. Donc ça veut dire, si on peut faire profiter au Burkinabé, et puis mais vraiment, parce qu'avec la transhumance et évidemment le cheptel, on peut le mettre ensemble, et l'agriculture aussi. Je vous ai dit, la zone du Liptako-Gourma, c'est 400 000 km². C'est une surface non négligeable. Et il y a tellement de ressources naturelles dans cette zone. Mais le défi de ces 3 États, d'abord, nous avons les services sociaux de base les plus défaillants, c'est-à-dire l'école, la scolarité est très faible, l'accès aux services de santé est très faible, l'accès à la nutrition aussi est très faible. Et ce sont les zones les moins électrifiées au monde, alors que ce sont les zones parmi les plus ensoleillées au monde. Donc ça veut dire que nous devrions changer de paradigme et de revoir un peu notre modèle de développement. Et cela ne va pas sans le modèle sécuritaire, parce que tout est lié. Donc maintenant, pour terminer, ce que je voulais dire, l'autorité du Liptako-Gourma, qui avait déjà précédé l'Alliance des États du Sahel, avait déjà depuis 2017 quand même essayé de changer un peu le modèle en alliant au développement la sécurité. Mais maintenant, vous avez aussi la diplomatie et la défense qui s'y ajoutent. Donc la boucle est bouclée et je pense que c'est cela qu'il nous faut, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et ces 3 États, en se mettant ensemble, je pense que le cap est fixé. Alors, professeur Diamoutene, parmi les grandes annonces qui pourraient être rapidement réalisables, c'est la création d'une banque d'investissement. Pour vous, quelle peut être l'importance d'une telle banque pour cette organisation? Ok, je reviens par rapport à... Ils ont parlé de moyens. Est-ce que l'Alliance a les moyens, n'est-ce pas, de sa politique? Oui. Mais les défis auxquels l'Alliance fait face, est-ce que les pays pris individuellement ne faisaient pas face à ces défis-là? Ça veut dire, même en dehors de l'Alliance, le défi sécuritaire, le défi de développement, pauvreté, tout, le Mali a lui seul fait face à ça, le Niger en fait face, tout comme le Burkina. Mais cette fois-ci, si on décide de mutualiser les pauvres, décide de se mettre ensemble, c'est tout à fait normal que c'est comme si on essayait de décupler un peu nos forces. Absolument. Donc, vous voyez déjà, ça vous dit. Mais ce qui me fait rire souvent, vous savez, il y a quelque chose qui fait mal. Dans un pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, on n'a même pas encore commencé à travailler. Et on dit qu'il n'y a pas de travail, on n'a pas même encore commencé à se développer. Ça voudrait dire que cette richesse auquel vous faites allusion, elle est entièrement ici. Prenez, il a parlé du fleuve Niger. Regardez le lac Faguibine, regardez l'office du Niger. Mais la richesse se crée comment? Ça ne vient pas ex nihilo, c'est sur la base de ces différents potentiels que nous développons. Vous comprenez? Et donc, tout le potentiel est là. Aujourd'hui, encore, même regardez bien, quand je prends le cas du Mali, je sais que les autres pays sont en train de suivre l'exemple, et la révision des codes miniers, qui accroît la part de nos pays, n'est-ce pas, au niveau des ressources minières. Ça, c'est quoi? C'est un mécanisme de financement très important. Quand on vous a fait allusion, à ce que le Niger gagnait dans la vente de son uranium. Mais on est tombé de nuit. Donc, vous voyez déjà, il y a un potentiel. Mais cependant, l'ancienne méthode d'exploitation faisait qu'on paraissait être pauvre. Nous avons l'ensemble des ressources. Et également, même aujourd'hui, ce que nous disposons aussi comme potentiel aujourd'hui en matière de ressources naturelles, si on veut, on peut monnayer, trouver des partenaires privés, investissements, qui peuvent nous prêter de l'argent, qui nous permettent de financer ces différents investissements-là. C'est qu'on doit savoir. Vous savez, en matière dans la doctrine, comme il a dit, ils sont venus nous mentir au fait. C'est-à-dire qu'en matière d'investissement, on peut la séquentialiser. Il y a des niveaux. Il y a des investissements qu'on appelle des investissements structurants, qui conditionnent la réalisation de d'autres investissements, et sans lesquels aucun privé ne peut se développer. Je prends l'exemple simplement des infrastructures hydrauliques, d'énergie. Vous comprenez aujourd'hui qu'ils plombent tout. Mais quel est le privé aujourd'hui qui peut, de par lui-même, investir là-dedans? C'est pas possible. Aujourd'hui, les infrastructures routières, n'est-ce pas, qui essaient de mettre en jonction les différentes localités, qui facilitent la mobilité des personnes et des biens, etc. Quel est le privé aujourd'hui qui peut s'investir dans ça? Aujourd'hui, les fleuves, etc. Un certain nombre. Donc, aujourd'hui, c'est face à ces défis majeurs que les pays vont tenter de mutualiser. Également, aussi, ces investissements en commun, quand il a parlé du Volta, de la Volta, etc., qui est du Burkina. Mais allez-y à Baye, à Bankas. Mais il y a une continuité qui vient jusqu'à la zone de Baye, de la commune de Baye, Bankas. Mais quand vous voyez ça, c'est extraordinaire. Donc, les pays décident d'investir ensemble, ça voudrait dire que c'est gage de paix aussi. Imaginez que, au niveau de l'office du Niger, n'est-ce pas, que le Mali et le Burkina décident de mettre des fonds et que même la gouvernance, n'est-ce pas, ces 3 pays soient impliqués, que aussi au niveau du Burkina, vous voyez déjà, ça contribue à l'intégration des différentes populations et donc ce que nous attendons à terme viendra. Maintenant, venons par rapport aux banques. Oui. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir?
La différence, quand je prends l'exemple du Mali comme ça, en matière d'investissement, mais le budget spécial d'investissement, c'est financé à près de plus de 70% par l'extérieur, des partenaires, etc., avec les conditions que vous savez bien. Et souvent, on a des banques qui nous accompagnent, c'est la BAD, Banque africaine de développement, ou la BID, Banque islamique de développement, et d'autres banques, etc. Mais cette fois-ci, et souvent, ces banques-là, quand elles doivent financer, c'est à leur conditionnalité, ou bien c'est eux qui ouvrent des lignes de crédit adaptées. Mais cette fois-ci, dès lors que les États décident, ça voudrait dire que les montants, la banque en question, va se décider de financer les investissements prioritaires à notre espace. Ça, c'est fondamental. Et donc, du coup, les critères, les conditionnalités, n'est-ce pas, des différents prêts, etc., de fonctionnement de cette banque-là, ça change complètement tout. C'est-à-dire, en fonction de nos priorités, nous allons complètement les investir. Et je vais vous dire une chose. Regardez, les banques aujourd'hui, moi je dis, les banques aujourd'hui au Mali, même au Niger, au Burkina, sont des banques d'affaires comme des commerçants. En matière d'investissement, vous partez aujourd'hui, les lignes de crédit destinées aux investissements sont très rares. Ouais. Donc pour moi, ça vient pallier tout ce vide-là. Et aujourd'hui, pour moi, si ils n'avaient pas pensé à ça, ils auraient dû penser. Heureusement qu'ils en ont pensé. Maintenant, il s'agit de donner un contenu et je pense que c'est ce qu'il faut au préalable. Parce que sans ces investissements, les rails, les chemins de fer, les investissements routiers, les investissements hydrauliques, etc., en énergie qui sont massifs, les nucléaires et autres, sans ces banques-là, on ne peut pas. D'accord. Ibrahima Loutié, on l'a dit, ces pays doivent compter sur eux-mêmes d'abord, mais il est évident qu'ils auront besoin d'autres partenaires aussi. Et quels peuvent être ces partenaires-là aujourd'hui sur lesquels l'AES peut compter? Alors, juste avant de vous répondre, j'aimerais rebondir sur les solutions endogènes. Oui, rapidement, nous n'avons plus que 15 minutes. Ok, donc rapidement, en fait, quand on parle sur l'aspect endogène de ces solutions, en fait, ça regroupe tout un ensemble de choses. Le premier, donc pour faire simple, il faudra compter sur nos chercheurs d'abord. Nos chercheurs, nos pays regorgent aujourd'hui de nombreux experts dans de nombreux domaines à qui il faut confiance et qui sont à même de travailler pour faire avancer les choses. Pour revenir par rapport au financement, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé que malgré les sanctions qui pèsent sur nos différents États, ils continuent quand même à tenir, malgré les différents défis qui viennent d'être rappelés. Et cela est dit en partie grâce à l'économie informelle. Et cette économie, qu'est-ce qu'elle a comme secret? C'est qu'elle regorge une manne importante d'argent, une manne financière importante qui peut être réallouée. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel des acteurs de l'économie informelle qui vont venir compléter l'économie formelle, naturellement les banques classiques, qui, elles, malheureusement, ont tendance plutôt à préférer la dette de l'État, la dette publique, que d'investir sur des acteurs réels et véritables moteurs de développement. Et il y a ce travail à faire en interne. Donc, essayer de créer cette nouvelle dynamique qui va à la fois, comme on l'a dit, la population elle est prête à soutenir les nouvelles autorités pour qu'elles puissent réaliser les différents objectifs, entre autres, qui ont été cités. Et la population elle est là, elle peut suivre. Moi, je parle du principe qu'aujourd'hui, il faut mobiliser les ressources en interne, quelle que soit leur origine, elles peuvent provenir de l'économie informelle. Les mannes sont sans doute considérables. Et aussi, il y a la question de l'impôt. Aujourd'hui, il faut que la population prenne conscience que c'est par l'impôt, entre autres, qu'on peut financer le développement auquel nous aspirons. Et puis, pour le reste, pour la construction, par exemple, des infrastructures comme la route ou le chemin de fer, des fois, oui, on a besoin de la main-d'œuvre. Il y a des matériaux qu'il faut acheter. Mais derrière, il y a la main-d'œuvre. On en a en quantité importante aussi des bénévoles. Autant de Sankara, du Feu Sankara, on nous a montré la voie. Il nous a montré qu'il y a la possibilité, même en l'absence de moyens considérables, on peut faire beaucoup à la fois en termes de construction, en termes de financement. Et puis pour le reste, c'est au fur et à mesure, en fonction des révisions des différents codes, ou bien toute solution susceptible d'amener de l'argent frais, que ça soit en interne ou bien avec des partenaires comme les Russes, ou bien d'autres partenaires, des nouveaux partenaires comme des pays du Golfe, oui, ils seront sans doute les bienvenus, et cela va permettre à réaliser, en tout cas dans un futur relativement proche, nos ambitions fixées, ou bien du moins qu'entend réaliser l'organisation, l'Alliance des États du Sahel. Alors, Moribo Maoumakalou, quels peuvent être ces partenaires-là aujourd'hui sur lesquels l'AES peut compter? Écoutez, vous savez, le premier partenaire des pays africains en matière de commerce et d'échange économique, c'est la Chine. Et ensuite l'Union européenne. Troisième, c'est l'Inde. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde, mais les défis auxquels nous faisons face, ces trois pays,
Mais il y a des opportunités aussi. Ces 3 pays sont enclavés, mais se trouvent au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez, ces 3 pays font environ 2 770 000 km². Et c'est 60% de la superficie des États, des 8 États de l'UEMOA qui ont en partage le franc CFA. Et ça fait une totalité de 70 millions d'habitants. Donc ça fait près de 70% de la population, 60% de la population de l'UEMOA et 70% de la superficie de l'UEMOA. Donc maintenant, il faut renforcer la compétitivité et la productivité de nos économies. Comment transformer structurellement nos économies, c'est-à-dire des secteurs à faible valeur ajoutée vers les secteurs à haute valeur ajoutée. Il y a 2 aspects très importants dont on n'a pas parlé. C'est le fonds de stabilisation qui a été recommandé pour être créé et la banque d'investissement dont on a parlé. Mais vous voyez, ce fonds de stabilisation, le Mali et le Burkina sont parmi les 2 plus gros producteurs d'or en Afrique, et de coton en Afrique et de bétail en Afrique. Le Niger aussi. Donc, si vous mettez ces 3 pays ça a été ensemble, tout le temps comme ça, hein, pratiquement. Oui, mais si nous mutualisons, par exemple, pour la production cotonnière, si nous achetons nos intrants ensemble, si nous commercialisons notre coton ensemble, mais nous allons réduire nos coûts. Et nous allons en transformant davantage, parce que le Mali et le Burkina, plus de 90% de nos récoltes et de céréales, j'ai oublié, nous sommes des très grands producteurs céréaliers aussi, mais nous ne transformons pas, nous n'ajoutons pas de la valeur. Et lorsque nous ajoutons de la valeur, nous augmentons les revenus des producteurs et de toute la filière. Mais en même temps, nous créons des emplois. Mais vous savez, le plus grand défi auquel ces 3 États font face, c'est le défi démographique qu'il faut transformer en dividende démographique. Parce que ces 3 pays, la population double tous les 25 ans. Donc la population est extrêmement jeune. La moitié de la population fait moins de 14 ans et il faut trouver des emplois et des revenus pour ces populations. Mais avant ça, il faut que ces populations puissent aller à l'école, puissent être en sécurité d'abord, aller à l'école, se nourrir et se soigner, et ensuite avoir des emplois. Donc maintenant, ce dont le professeur Diamoutene a parlé, l'accès au capital, mais nous sommes dans un système avec l'Union monétaire ouest-africaine, les 8 pays qui en partagent le franc CFA, où le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales, est de 3,25%. Mais on continue à prêter aux citoyens à 15%, 20%, 30% même pour la microfinance. Et la durée des prêts est très courte et les taux d'intérêt très élevés. Cela ne peut pas continuer. Il faut que nous ayons des banques, comme il l'a dit, des banques d'investissement aussi, mais il faut que nous financions nos économies. Il faut financer l'économie nationale, il faut financer les petites et moyennes entreprises. Vous savez, il y a une étude récente qui vient de conclure que 98% des unités économiques au Mali sont informelles. Mais elles n'ont pas de trésorerie. C'est des gens qui vivent au jour le jour, alors que c'est avec un peu d'argent seulement que ces entreprises-là tournent, et c'est la majorité des Maliens. Alors l'AES n'écarte pas la possibilité de créer une union monétaire. Est-ce que ça pourrait être la solution à tout ce que vous voulez souligner comme... Je vais d'abord dire, si vous lisez vraiment de manière assez approfondie le préambule de la charte de l'Alliance des États du Sahel, ça fait référence à la charte des Nations Unies, au respect de la charte des Nations Unies, à l'acte constitutif de l'Union africaine et aussi au traité de la CEDEAO. Donc ça veut dire que... Mais ça ne fait pas référence à l'UMOA. Mais de toute façon, les États sont souverains. Et comme l'a dit Diamoutene au début, vous savez, les actes... l'intégration économique et monétaire, l'aspect monétaire, c'est l'aspect ultime de l'intégration économique, avoir une monnaie commune. On l'a déjà avec le franc CFA, mais pour quitter le franc CFA, il suffit juste de dénoncer la clause. Il y a une clause de dénonciation, il y a un article qui peut permettre à tout État qui a envie de quitter cette union de créer, et c'est en ce moment que nous pourrions créer notre... Donc c'est bien faisable pour l'organisation de créer sa monnaie. C'est faisable, mais est-ce que c'est viable? Oui. De toute façon, vous savez, il y a un comité d'experts qui a été mis en place, parce que nous, au Mali, ici, personne ne va venir nous tromper avec cette histoire de monnaie. On a plus d'expérience que n'importe quel pays d'Afrique à propos de la monnaie. En 1960, nous avions le franc CFA. Le 1er juillet 1962, nous avons créé le franc malien.
En décembre 1967, nous avons signé les accords de coopération franco-malien pour revenir dans le franc CFA. Et en 1984, nous avons réintégré le franc CFA. Donc nous connaissons les avantages et les inconvénients. Parce que la monnaie, c'est quelque chose de très sérieux. Et la monnaie, il faut voir avec qui vous commercez. Parce que si vous prenez, notre or, c'est commercialisé totalement à l'extérieur. Si vous prenez le coton, c'est commercialisé aussi à l'extérieur. Mais si vous prenez le bétail, nos deux principaux partenaires sont qui? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si nous n'avons pas la même monnaie qu'eux, il faut quand même que nos monnaies soient compatibles. Sinon, vous savez, le cheptel malien, c'est entre 80 et 100 milliards chaque année que nous vendons à ces deux pays. Donc, il faut voir un peu, c'est faisable, mais regardons si c'est viable. Alors, Diamotene, est-ce qu'une monnaie est unique pour ces trois pays de l'AES peut-elle être la solution à tous ces problèmes? Nous avons vu que ces trois pays ont été sanctionnés par la CEDEAO et l'UEMOA suite aux différents coups d'État survenus dans ces pays. Est-ce qu'aujourd'hui, en créant une monnaie, en annonçant en tout cas la possibilité de battre une monnaie unique pour ces trois pays, est-ce qu'on peut considérer comme un projet bien réalisable ou bien une menace à l'endroit des pays de la zone franc? Bon, je ne parlais pas menace de la zone franc parce que je me dis que chaque pays recherche ses intérêts. L'AES aussi recherche ses intérêts. Pour moi, je parlais avec affirmatif, il faut quitter le CFA. D'abord, peut-être que mon collègue ne comprendra pas, mais l'expérience récente de la gestion de la crise malienne nous a montré qu'il faut quitter cette merde-là. Je vais vous dire pourquoi. Normalement, on a assigné à la Banque centrale deux principales fonctions, la maîtrise de l'inflation et le financement de l'économie. Mais vous savez bien que au niveau de la maîtrise de l'inflation, le financement de l'économie, c'est un élément fondamental en matière de financement des investissements, des créations d'emplois et d'un certain nombre de choses. Vous savez, lors de la crise, lorsque les banques commerciales ont demandé à se faire refinancer auprès de la Banque centrale, dans, je crois, premier trimestre, sur une demande de plus de 400, ils ont eu 209 millions. C'était une faute. Donc, c'était environ, ça voudrait dire quoi? La Banque centrale, notre Banque centrale à nous, a refusé de financer notre économie. Or, quand on ne finance pas notre économie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, absolument rien. Donc, la première fois, on a eu 47%, si je ne m'abuse. La deuxième fois, la Banque centrale a accepté de financer à hauteur de 85%. Ça veut dire quoi? Si une banque, en matière de gestion des politiques économiques, on nous apprend depuis les petites classes qu'il y a deux principaux instruments qui sont la politique monétaire, la politique budgétaire. Il y a des sous-instruments, on ne va pas rentrer dans ces différents éléments. Ce sont des piliers, n'est-ce pas, qu'on essaie d'articuler en fonction de la situation, du contexte et un ensemble de choses. Mais dès lors que vous avez un levier que vous ne pouvez même pas utiliser, et vous savez très bien que dans le cadre de la politique monétaire, n'est-ce pas, c'est un instrument qu'on utilise de manière discrétionnaire à des niveaux insoupçonnés. Parce que même souvent, il y a certaines décisions, tout le monde au pays n'est pas, même d'autres pays partenaires, parce que ce sont les instruments avec lesquels nous sommes en concurrence avec les autres pays. Mais quand au niveau de la gouvernance, c'est pourquoi moi je dissocie deux éléments. Lorsqu'on fait ce débat, il y a l'importance de la monnaie en tant qu'elle-même, elle est universelle dans tous les livres, on ne va pas changer cela du Mali, du Burkina, etc. Non. Mais la gouvernance de cet instrument, lorsqu'elle est mal faite, c'est comme un fusil. Un fusil peut vous tuer comme un fusil peut vous défendre. Mais tel que notre monnaie actuelle est gouvernée au niveau de la Banque centrale ne nous permet pas d'aller de l'avant, de nous développer. C'est pourquoi moi je demande à ce qu'on se retire complètement. Maintenant, venons-en par rapport à la question de convertibilité, à la question des garanties, etc. Mais Makalou, mais on a assez de ressources aujourd'hui minières qui peuvent aujourd'hui constituer, n'est-ce pas, des garanties de notre monnaie et en matière de réserve de change, etc., de devises, on a plusieurs opportunités aujourd'hui pour avoir. Comme le alors, mais si on doit se retirer, comment doit-on se retirer en groupuscule ou bien... Non, aujourd'hui, oui. Parce que simplement, d'abord, il a dit, par la fluidité des échanges, les trois pays, on a une monnaie, ça facilite les échanges parce que le problème de convertibilité entre les différentes monnaies va se poser. Donc, du coup, si on a les trois pays, et puis également, puisque nous sommes en train d'initier des projets communs, et donc il serait intéressant qu'on aille dans ça. Et également aussi, il y a un élément qui plaide en faveur. C'est pourquoi, dans le cadre de la création d'une unité monétaire, qu'est-ce qu'on met au devant souvent? On met certains critères de convergence macroéconomique. Parce qu'il faut que les pays aient un certain niveau de développement d'abord avant qu'ils créent de la monnaie. Mais quand tu regardes nos trois pays, on a presque les mêmes similitudes en matière de pauvreté, en matière de potentialité économique, on a presque les mêmes éléments. Donc en matière d'indicateurs macro, il y a une certaine similitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui déjà,
Et lorsqu'on va vers une monnaie commune, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un autre problème souvent qui se pose lorsque les pays ont des différents niveaux de développement. Et quand il s'agit d'utiliser l'instrument monétaire, parce que le problème, quand il y a un choc qui survient, les pays n'ont pas la même manière de réagir. Or, souvent, il faut soit recourir à l'instrument monétaire ou à l'instrument budgétaire. Mais du coup, étant donné qu'il y a une certaine similitude, donc actuellement, ces trois pays ayant beaucoup d'éléments en commun, ça facilite. Si c'est le problème de convertibilité, de garantie, le problème ne se pose pas. Il faut la volonté politique pour qu'on y aille. La Guinée, il y a beaucoup de pays, le fait de créer la monnaie ne garantit pas le développement. C'est l'utilisation de cette monnaie-là, la gouvernance de la monnaie qui garantit le développement. D'accord. Cela est bien compris. Nous allons poser la question à Ibrahima Louché aussi. Quels peuvent être les avantages d'une monnaie commune pour ces trois pays, si toutefois on en arrive là? Oui, en fait, si les États sont souverains dans leur choix en matière de monnaie, simplement il faut éviter à ce qu'on arrive à la zomboisation des économies. Autrement dit, vous savez, la question de la stabilité des systèmes financiers et les capitales. Lorsqu'on réfléchit sur un projet d'une telle envergure. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé, effectivement, il y a des préalables, il y a des éléments qu'il faut d'abord regarder, notamment les fondamentaux. Ça vient d'être rappelé, aujourd'hui, ils sont faibles. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas, effectivement, dès lors qu'on se retire du franc CFA, le risque que le prix à payer serait exorbitant, et puis ça va être très coûteux. Après, dans une perspective peut-être du long terme, pourquoi pas, sous réserve que d'ici là, peut-être grâce aux différentes politiques, donc les nouvelles politiques qui vont être menées, si d'ici là les fondamentaux s'améliorent, et puis même au niveau des échanges, effectivement, donc les échanges se renforcent davantage entre les trois États, et puis surtout qui portent sur des produits à forte valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, on peut l'envisager, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, ça relève plutôt de l'utopie. Et pour preuve, regardez même le projet de l'ECO au niveau de la CEDEAO, c'est un projet qui a du mal à avancer en raison de nombreuses limites, et à la fois la question de la gouvernance, parce que c'est fondamental. Le cas de Bénin, de la Guinée, autant pour moi, c'est assez révélateur. Et même l'expérience du Mali aussi, je pense que c'est intéressant à regarder à ce niveau-là, pourquoi cette sortie et puis pourquoi ce revirement. Je pense que c'est des éléments, effectivement, aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Il y a la dimension des échanges, donc du commerce extérieur. La personne avec qui, enfin, du monde d'État avec qui vous commercez, vous aurez naturellement intérêt à avoir une monnaie commune, ne serait-ce que pour limiter le risque d'échange. Après, au regard de la structure des échanges, aujourd'hui, je pense qu'il me paraît prématuré d'aller vers cette direction. D'accord. Merci Ibrahima Louché. Vous intervenez depuis Paris, vous êtes économiste nigérien. Modibo Mahamadou, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je veux dire deux choses. Je comprends parfaitement ce que Diamoutene a dit. C'est parce que la gestion a été catastrophique tant au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'intégration économique, c'est la libre circulation des personnes, des biens et des services et des facteurs de production. Quand vous fermez les frontières, vous fautez et vous mettez en mal l'intégration. Par rapport à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'était une catastrophe. Le compte unique du trésor de l'État malien à la Banque centrale a été gelé. C'est une aberration en matière de gestion de banque centrale. Donc, je suis d'accord avec lui par rapport à cela. Mais par rapport à la garantie d'une monnaie, pour mettre en place une monnaie, il y a deux critères. La couverture, c'est-à-dire si vos réserves peuvent couvrir vos engagements extérieurs à vue, et aussi si vos réserves de change, c'est-à-dire l'or et les devises que vous avez, peuvent couvrir 3 mois d'importation. Je pense qu'avec les ressources que ces 3 États disposent, nous pouvons garantir notre monnaie. Mais est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une décision politique. Alors, nous terminons avec vous, Diamoutene. Un dernier mot. Aujourd'hui, nous avons dit que c'est des ambitions saines qui méritent d'être saluées, mais comment faire aujourd'hui pour les atteindre? En 2 mots, nous sommes pratiquement au terme. Pour les atteindre, il y a des commissions qui ont été constituées déjà. Maintenant que les commissions se mettent au travail et que les résultats issus de ces différentes commissions soient appliqués. S'il vous plaît, aujourd'hui, en Afrique, dans nos zones ici, si c'est en matière d'expertise, vraiment, nous n'envions personne. Je crois que nous avons toutes les compétences ici, qu'elles soient soit à l'intérieur ou bien de la diaspora, nous en avons. Maintenant, utiliser ces compétences-là, nous devons nous prendre en charge sur le plan monétaire. Et je vais vous dire une chose, ça va accélérer le processus. Parce que l'autre co-débatteur a fait allusion à l'éco. Mais le processus de l'éco, qui l'a biaisé? Tout le monde sait qu'il a biaisé. Quand nous étions faire de la fin, quand le président Macron est allé à Abidjan faire des déclarations, ça ne l'engage pas. Est-ce qu'on fait? Donc, on connaît le problème, il faut qu'on en sorte.
D'accord. Nous allons refaire ce débat, sinon un autre débat a été repoussé à 2027 et ça c'est un autre problème. C'est le grand frère nigérian qui nous met en difficulté. En 2015, on devait avoir une première monnaie. Moi, je savais que j'étais en ce moment à la direction nationale de la planification. Je savais qu'on ne pouvait pas, parce qu'il y a des raisons politiques qui sont derrière, toujours qui bloquent. Nous allons organiser un autre débat sur le franc CFA, l'écho, en tout cas sur la monnaie, les jours à venir. Merci à vous tous, Modibo Mao Makalou, Diamoutene, Abdul Karim Diamoutene, enseignant, chercheur, économiste, et Ibrahima Louche, qui est également économiste. Il intervenait au téléphone depuis Paris, économiste nigérien. Merci à vous qui nous suivez sur nos 85 radios partenaires et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Cette émission a été réalisée par Ibrahima Ouattara à la régie technique et Adjaratou Traoré et Sekou Gadjigo pour la présenter. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour une autre émission.